Salam les refs, bien. Ici le Strauss, et pour cette nouvelle vidéo, on va être sur quelque chose d'un peu différent. En fait, j'avais envie de commencer un nouveau format sur la chaîne, un peu moins cadré, où je vous parle juste de la dernière lecture que j'ai faite. Ce sera une sorte de review globale sur l'œuvre, où je donnerai mon avis, et je dirai en gros ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je retire, bref, tout plein de choses qui vous intéresseront, je l'espère. Le but de ces vidéos, c'est d'un côté de partager mes kiffs du moment, en profitant d'avoir une plateforme pour pouvoir le faire, et d'un autre côté de donner envie aux plus curieux d'aller lire les œuvres que je présente. Et pour inaugurer cette série, on va parler de Tower of God. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Tower of God c'est un webtoon coréen. Le concept de l'histoire il est assez simple et plutôt engageant. On a une tour et le but c'est juste de monter le plus haut possible, idéalement tout en haut. On peut difficilement faire plus simple comme prémisse. J'avoue je l'exagère un peu mais vraiment l'idée c'est ça. Actuellement l'histoire principale est en pause, elle s'est arrêtée au chapitre 652 qui est aussi la fin de la saison 3. La parution reprendra probablement après le spin-off qui est en cours sur un des personnages secondaires de l'œuvre. Ok, bon, le premier truc que je dois dire, c'est que l'auteur utilise parfaitement ce concept de la tour comme métaphore de notre monde et de notre société capitaliste. Ouais, je sais, je sors direct les grands mots, mais vraiment, ça s'y prête. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était fort ancré dans la culture compétitive coréenne, et j'entends l'argument, mais en lisant, j'ai pas spécialement trouvé ça spécifique à la Corée. Cette compétitivité meurtrière qui tue autant les perdants que les gagnants, métaphoriquement ou pas d'ailleurs, c'est le propre de toutes nos sociétés occidentales. Et ce que je vous dis là, on le comprend dès le début de l'histoire, quand on voit qu'un des persos qui avait l'air toute gentille et toute mimi a en fait dû tuer toutes ses concurrentes pour pouvoir obtenir la force qu'elle a eue. Si c'est pas clair là, je suis en train de parler d'Endorsy. C'est vraiment très explicite, et plus on monte dans la tour, et plus on réalise la brutalité de ce système qui existe au sein même de la tour. Un autre exemple de ça, c'est White. Lui, il était tellement obsédé par le fait de vivre dans l'ombre de son daron, qu'il en est venu à devenir complètement fou. Il a commis des génocides en tuant des milliards de personnes. Et on dirait pas comme ça, mais au final, quand on voit son histoire, on se dit, on comprend. On pardonne pas, mais on comprend. Oh oui, il a tué des milliards. Bref, je m'égare. Ce que je veux dire par là, c'est que le système, c'est un peu ce qui régit toute la tour. Et ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est clairement le rapport de Bam avec ce système. En fait, il commence l'histoire comme n'importe quel protagoniste, un peu naïf et plein de bonne volonté. Sauf que très vite, la réalité de la tour va le frapper. Malgré toute sa force et son exceptionnalité, ouais, je viens totalement d'inventer un mot là, il peut pas changer le système. Il est obligé de le subir et de se plier à ses règles. Et cette prise de conscience, on va la voir concrètement se manifester au travers de son évolution et de son acceptation du sacrifice. C'est un mot important, ça, sacrifice. Il y a une scène qui, pour moi, symbolise parfaitement cette évolution. C'est le moment où il promet la liberté à un gamin qui est enfermé dans une cage. Sauf qu'à la fin de l'arc, Bam se rend compte en 4K qu'il ne pourra tout simplement pas le sauver. Peu importe à quel point il y met du sien, il doit accepter la mort de cet enfant qui a cru aux rêves et promesses que Bam lui avait vendus. C'est terriblement dur comme scène, mais c'est aussi cruellement beau parce que ça montre la réalité de la tour. Et comme Bam prend pleinement conscience de cette réalité, ça le renforce dans sa résolution de vouloir détruire le système qui régit la tour. Il prend entièrement conscience que les problèmes qu'il voit ne sont pas propres à tel ou tel individu, mais beaucoup plus grands. Ils viennent de quelque chose qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus abstrait, le système. Concrètement ici, ça se manifeste au travers de Jade et des 10 chefs de famille. Mais bon, c'est vraiment trop profond pour rentrer dans ça. Disons juste que si vous avez lu, vous comprenez. Si vous avez pas lu, je vous invite à lire pour comprendre. Si je kiffe autant cette scène où Bam doit sacrifier cet enfant, c'est aussi parce que c'est typiquement le genre de truc où, dans une autre histoire, type shonen, évidemment, l'auteur aurait trouvé un moyen alambiqué pour ne pas faire mourir l'enfant, et donc ne pas tacher de sang les mains du protagoniste. Alors oui, ici c'est juste symbolique, parce qu'il n'a pas directement tué l'enfant, il a juste pas pu le sauver. Mais au final, ça revient un peu au même vis-à-vis de Bam. Bref, sinon il y a aussi tout le propos autour de la tour et de la construction de sa mythologie au travers de Jade et des 10 chefs de famille que j'ai vraiment bien kiffé. Je vous ai déjà dit que c'était eux le système, mais Sioux utilise parfaitement leur existence pour renforcer et raconter tout un tas de choses autour de la déification, du pouvoir absolu, de la falsification et de la manipulation de l'histoire. En fait, c'est déjà super fort narrativement, mais en plus de ça, il a réussi à donner de la consistance et de la substance à son propos pour que ça ait du sens et que ça puisse vraiment raconter quelque chose. Non, c'est vraiment fort. Tout ce qui tourne autour des 10 chefs de famille, vraiment, waouh. Chapeau Sioux, t'as vraiment géré ça d'une main de maître.
Sinon, comme autre thématique que j'ai trouvé vraiment bien traitée, il y a l'humanité et la conscience chez tout ce qui va être créature artificielle. Ambiance Blade Runner un peu, si vous avez vu les films. Puis, dans le même style, Sioux prend carrément le temps d'introduire et de parler de la dépendance aux intelligences artificielles. C'est assez bizarre à lire d'ailleurs, parce qu'il a écrit ça avant l'essor et la popularisation des IA génératives. Donc on peut dire qu'il avait la vision, le petit. Puis, globalement, il y a aussi la question de la parentalité qui revient sans cesse à travers un millier de personnages différents. C'est une des clés de l'histoire et de tous ces mystères, notamment vis-à-vis de Jade, mais c'est aussi un des sujets que Sioux explore le plus en le développant sous plein de facettes différentes. J'en ai parlé tout à l'heure avec White, mais c'est aussi le cas chez Kun par exemple, ou encore chez Undersea. Et puis même, bam, au final, il y a toute une question autour du sens de sa vie qui est liée à sa naissance et donc à ses parents. Bon, je vais jamais en finir si j'essaye de mentionner toutes les thématiques que j'ai trouvées intéressantes, alors je vais juste passer sur l'histoire en tant que telle et la manière dont le récit est construit. Je dois dire que je l'ai trouvé assez particulier, je saurais toujours pas dire si je suis totalement fan ou pas. Autant le fonctionnement en saison avec des grosses coupures et des ellipses, je trouve ça très utile et important, autant l'avancée de l'histoire au sein des saisons est quelque peu bizarre. En fait, il y a des enchaînements d'arcs qui sont vraiment trop brutaux. Genre, ça switch d'un coup, t'as même pas le temps de digérer tout ce qui vient de se passer que hop, t'es déjà plongé dans une toute nouvelle intrigue. Et quand je dis hop, c'est vraiment hop. Je pense que le pire moment, c'est la fin d'arc de la cage. Quand Yama est téléporté aux murailles de la paix et de la cohabitation, là. Comme ça, on est en plein climax d'un combat que tu nous build up pendant tout l'arc, et la conclusion, c'est juste de téléporter l'acteur principal. Genre, c'est trop chelou. Même si derrière, je trouve qu'il retombe assez bien sur ses pattes en rendant ça cohérent, l'exécution de la transition, elle est complètement loupée à mon sens. Alors que pourtant, l'arc était vraiment excellent jusque-là, mais c'est comme s'il avait voulu précipiter l'histoire. Et ça s'est un peu trop ressenti. Au-delà de l'exécution parfois mauvaise, ça crée aussi un sentiment étouffant en lisant l'histoire, parce qu'on a l'impression de ne jamais s'arrêter. Après, j'imagine que ça fait partie de la volonté de Sioux de créer cette impression, mais le problème, c'est que c'est toujours un peu fake. En fait, il utilise plus ça comme accroche narrative pour nous garder impliqués dans le récit que pour réellement plonger ces personnages dans une densité étouffante. Je dis ça parce que souvent, après le premier choc que ressentent les persos lors de la transition abrupte, il y a une phase où eux, ils vont pouvoir se reposer et donc décompresser de tout ce qui vient de leur arriver. Sauf que cette phase, elle est parfois ellipsée, ce qui fait que nous, on décompresse absolument pas. Typiquement, quand Yama est téléporté à l'extérieur de la cage et que les autres le suivent, en fait, Sioux, il est déjà en train de poser les bases de l'arc du nid et de la libération des guerriers. Sauf qu'à ce stade, on n'a même pas encore établi les résolutions de l'arc de la cage. Ça a aucun sens pour moi. Et peut-être que pour certains, ça relève d'une bonne maîtrise narrative, vu qu'il imbrique correctement ses arcs l'un dans l'autre. Mais moi, j'ai surtout lu ça comme une prise d'otage. Le frérot veut pas nous laisser respirer. Comme s'il avait peur qu'on cesse de lire, alors qu'on est au chapitre 400. Genre, ça a pas de sens. C'est bon, tu peux clore ton arc avant de commencer le suivant. Ça va pas te tuer. Et puis, même si tu voulais introduire tes autres personnages, il y a 1000 manières de faire ça de manière plus intéressante que juste en foutant tous les acteurs majeurs et en les téléportant à un autre endroit vis-à-vis des antagonistes de l'arc suivant. Et puis vas-y pour justifier pourquoi est-ce que tu dois cesser le combat là et bref, vas-y, vous avez compris, c'est bizarre. Maintenant, le point positif d'une telle approche, parce qu'il y en a quand même, c'est que chaque arc est inévitablement relié au suivant, ce qui donne forcément un fil rouge hyper tangible à l'œuvre. J'avoue, je trouve ça cool, parce que c'est facile de s'y retrouver et d'organiser les souvenirs, mais bon, il aurait très bien pu y arriver sans densifier ses transitions, encore une fois. Vu que c'est exactement ce qu'il faisait au début de son histoire, c'est seulement vers la fin qu'il a commencé à avoir ses idées cheloues, à vouloir imbriquer tous les arcs l'un dans l'autre en déconnant dans ses transitions. Bref. Si je devais faire une autre critique au niveau de la structure, je dirais que Sioux s'est un peu trop inspiré d'Oda pour ce qui est de la gestion des informations. En fait, chaque révélation qu'il nous donne, elle est au moins accompagnée de 15 mystères supplémentaires. C'est à la fois hyper stimulant et engageant, mais à la fois c'est tellement frustrant. On avance dans l'histoire sans avoir l'impression de vraiment découvrir quoi que ce soit de l'univers. Après, vas-y, One Piece m'a trop rodé, maintenant c'est bon, je peux tanker, mais je vais quand même critiquer. C'est pas parce que je peux tanker que je vais pas critiquer. Pour une note un peu plus positive sur l'histoire, je dois vous parler des jeux que Sioux utilise pour faire avancer le récit. En fait, pour passer d'un étage à un autre, les persos doivent souvent réussir plusieurs tests sur l'étage, et parfois ça se manifeste sous forme de jeu. Et c'est vraiment le truc le plus cool de l'œuvre à mon sens. Ils sont toujours super intéressants et diversifiés, et parfois ces jeux sont tout aussi intenses que des combats mortels, vu que l'élimination peut être synonyme de mort. C'est pas toujours une mort au sens premier, parfois c'est juste que la défaite entraîne l'impossibilité de continuer à grapper l'un tour, ce qui équivaut à une sorte de mort philosophique vu que le perso est contraint d'abandonner ses rêves.
Et là, je me rends compte que je pourrais à nouveau divaguer pour vous parler des divisions sociétales au sein de la tour et comment le système oppresse ses habitants, mais bon, je vais vraiment jamais avancer si je le fais, et de toute façon c'est le genre de truc auquel je rendrai pas justice en vous parlant parce que je vais forcément biaiser le propos avec mon interprétation. Le mieux, encore une fois, c'est juste d'aller lire et découvrir ça par vous-même. D'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais c'était ma première expérience avec un webtoon, donc je découvrais un peu cette idée de lecture verticale et l'utilisation différente des pages. J'avoue que j'étais pas spécialement fan, genre je sais que j'aurais plus kiffé l'histoire si elle avait été racontée avec le format de page des mangas par exemple. Et c'est pas juste une question d'habitude, hein. Il y a vraiment des cases que j'ai trouvé mal gérées. En fait, le concept même de devoir tout foutre en un format si petit rend la lecture assez gênante par moments. Il y a pas mal de fois où en lisant j'avais l'impression d'être enfermé dans des cases trop petites. C'est surtout flagrant quand ils tentent des plans larges sur des objets immenses. J'ai souvent l'impression qu'il manque d'espace, c'est trop bizarre. Et truc tout con aussi, mais le fait de pas pouvoir voir toute une case sur la verticalité de mon tel, je trouve pas ça normal. Alors ok, ça crée un effet sympa de devoir scroll pour voir la suite, tellement c'est grand, mais une fois cette première surprise passée, après c'est juste chiant quoi. Je vais vous mettre une image à l'écran pour que vous réalisiez bien de quoi je parle quand je dis ça. Ah oui, autre chose. Au début, quand je lisais, j'avais un peu peur parce que la gueule des premiers chapitres, c'est vraiment pas très beau, même si ça reste lisible, hein, c'est pas la fin du monde non plus, mais voilà, c'est moche. Mais ça monte assez vite en qualité, je dois l'avouer. Donc pas de souci à ce niveau. Je pense que la seule critique que j'aurais à faire sur les dessins, c'est un peu au niveau du style. C'est vraiment beau, mais en même temps, je les ai trouvés un peu quelconques. Je saurais pas vraiment comment expliquer ça, parce que quand les dessins deviennent beaux, ils deviennent vraiment stylés, hein. Mais ça manque un peu d'identité, genre le trait est trop générique. Mais en même temps, ces chara-designs sont toujours inventifs, donc ça compense assez bien. Après, voilà, je sais que ça peut paraître flou, mais peut-être que si vous avez lu, vous pouvez comprendre mon point. En tout cas, ça reste vraiment assez beau, et faut juste tanker un peu les premiers chapitres, enfin la première saison plutôt. Bon, maintenant on peut passer au dernier gros axe dont je veux vous parler, qui concerne les personnages. C'est toujours l'élément que je regarde en priorité dans une œuvre, vu que pour moi la qualité d'une œuvre dépend énormément de la qualité de ses personnages. Et je pense que vous l'aurez compris parce que j'ai déjà évoqué le sujet un peu par-ci par-là, mais les personnages ici sont vraiment excellents. Évidemment, comme l'univers se veut hyper vaste, il y a une quantité folle de persos, mais Siu gère ça relativement bien. Il y a quelques flops ici et là évidemment, mais globalement c'est vraiment du très grand cru. Le seul vrai reproche que je pourrais lui faire à ce niveau-là, c'est que l'histoire a progressé tellement vite que certains persos du début, qui étaient plutôt cool, se sont trop rapidement fait power creep, ce qui les a rendus obsolètes et inintéressants. Dans l'idée ça pourrait le faire, mais le problème c'est qu'on dirait que Siu veut absolument les garder dans le cœur du récit, ce qui crée un déséquilibre chelou où on voit des persos beaucoup trop faibles dans des sphères qui ne devraient absolument pas être les leurs. Mais bon, comme l'histoire n'est pas finie, on peut pas exclure une progression miracle. Je vais pas trop aller en profondeur sur les persos ici parce que je vais sortir un top de mes persos préférés, comme ça je pourrais être plus exhaustif et vraiment m'étaler sur les persos que j'ai kiffés. Sinon, globalement, ce que je kiffe le plus au niveau des persos, c'est que Tog est une sorte d'échiquier géant où chacun joue sa propre partie d'échecs en visant ses propres objectifs, sans savoir qu'il n'est qu'un pion dans une partie encore plus grande. Ok, je sais, dit comme ça vous pourriez penser que c'est négatif parce que ça fait que seuls ceux en haut ont réellement de l'intérêt, mais c'est absolument pas le cas. Peu importe à quelle couche on se trouve, peu importe le nombre de personnes par qui quelqu'un est manipulé, ou même le nombre de personnes qu'il manipule lui-même, on aura toujours droit à une caractérisation hyper bien écrite. Ça veut dire qu'on comprend ce qu'il veut, pourquoi il le veut et comment il compte arriver à ce qu'il veut. Et forcément quand on a ces trois informations, on peut beaucoup plus facilement être happé dans l'intrigue parce qu'on est pris dedans au même titre que les personnages. On relate avec eux. Et du coup ça va de soi, mais quand on a des personnages intéressants avec des convictions puissantes, ça rend chaque opposition et combat tout aussi intéressant. On ressent vraiment l'intensité des divergences de chacun. C'est vraiment trop kiffant à lire. Bon, sur ce, je pense avoir dit un peu l'essentiel de ce que je pensais et ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Je me suis mis à jour il y a même pas 2 semaines, donc c'est encore assez frais, j'ai pas forcément eu le temps de tout digérer. Globalement, ça aura été une lecture vraiment cool, malgré les quelques défauts que j'ai pu mentionner. Et le plus intéressant, c'est que ça monte constamment en puissance. Plus on avance, et meilleure est l'histoire, à tous les points de vue. C'est toujours agréable à lire, ce genre d'œuvre, parce qu'au moins, on a une raison de continuer. Bref, je peux que vous conseiller d'aller lire si c'est pas déjà fait. Et si vous êtes à jour et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à écrire en commentaire, je suis ouvert au débat et à la discussion parce que j'ai bien kiffé et c'est typiquement le genre d'œuvre où c'est cool d'en parler, notamment des théories. Si vous avez des théories, faites-moi plaisir les gars. Et si vous savez c'est qui le prince de Jade, dites-moi aussi, pitié. Bref, à la prochaine.